Bienvenue dans ce Au quotidien spécial 11 novembre avec en lieu et place de votre journal habituel un focus sur le travail de deux personnes sartoises qui œuvrent pour le devoir de mémoire justement en ce 11 novembre. À ma gauche, Éric Viaud, historien et auteur. À ma droite, Alicja Trojanowska, présidente de l'association Kultura Polska. On va commencer avec vous, Éric Viaud, si vous voulez bien. Les Sartois vous connaissent un petit peu. Vous êtes souvent dans les médias, dans nos médias locaux, mais nationaux également, puisque vous menez un combat depuis 20 ans pour réhabiliter les fusillés pour l'exemple lors de la Première Guerre mondiale. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et d'un blog. Le dernier livre en date, Sauver mes hommes, l'histoire du seul fusillé, le supérieur, officier supérieur qui s'appelait Frédéric Wolf. Autre combat pour la mémoire, le vôtre, Kultura Polska. Alicja, vous présidez cette association qui vise à faire vivre l'histoire de l'armée polonaise. On l'appelle aussi l'armée bleue. Elle a été, pour ainsi dire, créée en Sarthe le 4 juin 1917, un an avant la création de l'État de Pologne. On va y revenir. Éric, je le disais, depuis 20 ans, vous œuvrez pour la réhabilitation de ces fusillés pour l'exemple. Un exemple qui fait l'actualité de ce 11 novembre 2025 pour inscrire le nom sur une plaque de monument aux morts d'Henri Valambra. Qui est-il ? Alors, Henri Valambra, c'est un soldat qui a été fusillé en 1917, donc à la période, pas où on a fusillé le plus, mais la période où se sont produites donc, toutes les mutineries, et certains soldats donc, ont été victimes. Valambra, c'est son cas, il avait sans doute un peu de tempérament, comme certains à l'époque. Et bien, il s'est retrouvé devant le peloton d'exécution. Alors moi, je n'ai pas suivi l'affaire Valambra en particulier. C'est Bernard Dupont, que je connais, qui a fait tout un travail sur le sujet et qui a obtenu donc l'inscription sur le monument aux morts. Il était célibataire, il exerçait la profession de cultivateur. Il a été fusillé le 13 juin 1917. Vous avez ce genre de détails parce que durant les guerres, effectivement, on arrive à retrouver effectivement des documents. J'imagine que vous travaillez sur ces documents, des documents militaires et autres. Oui, alors aujourd'hui, je connais tous les fusillés. C'est-à-dire que j'en ai plus de 700. Mais tous, je ne cherche pas la réhabilitation de tous, mais de ceux qui ont commis des fautes militaires, c'est-à-dire des abandons de poste, des refus d'obéissance, des mutineries. C'est ceux d'ailleurs qui rentrent dans le cadre du dernier projet de loi de réhabilitation qui a été adopté donc à l'Assemblée nationale et rejeté au Sénat. Effectivement, l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi en 2023, déboutée par le Sénat, vous venez de le dire. On recensait à l'époque dans ce texte 639 personnes. Aujourd'hui, donc vous dites que vous en avez trouvé encore plus depuis. Alors, j'en ai toujours eu plus, mais parmi ceux que j'ai, il y a des homicides et il y a des soldats qui donc ne méritaient pas d'être réhabilités, même si on peut étudier les dossiers, parce que la guerre a fait des dégâts aussi dans ce domaine. Et certains, j'ai par exemple un cas, le Gendre, il s'appelle, cet homme en réalité, il est dans un état dépressif, il vient d'apprendre que les effets de son frère ont été renvoyés à sa famille, sa femme est sur le point d'accoucher, il est donc un peu déstabilisé, et il dit que dès qu'il y a un supérieur qui va venir m'emmerder, je le tue, et c'est ce qu'il fait. Donc voilà, donc on ne peut pas soutenir, bien évidemment, parce qu'il y a homicide, mais on peut comprendre. Oui, en effet. Mais ces cas-là ne rentrent pas dans le projet de loi de réhabilitation. Aujourd'hui, vous êtes retraité, fraîchement retraité. Félicitations à vous. Merci. Vous allez, j'imagine, passer 100% de votre temps maintenant à ce travail que vous exercez finalement dans toute la France aujourd'hui. Vous allez chercher avec, j'imagine, des confrères ou des connaissances dans les archives de tous les départements. Est-ce que vous comptez monter l'affaire encore plus haut au niveau juridique aujourd'hui ? Oui, on va la mener plus haut. Alors oui, je travaille sur l'ensemble des fusillés et j'ai quelques relais dans les départements, à commencer par la presse d'ailleurs. Le dernier cas d'ailleurs, c'est Wolf, cet officier supérieur que vous citiez tout à l'heure, qui n'est pas du tout d'ici. Qui fait l'objet de votre dernier roman. Voilà. Enfin, c'est pas un roman, c'est un récit. C'est une histoire. Avant, le précédent, c'était un roman, mais celui-là, c'est un récit. Mais Wolf, donc, n'est pas de la Sarthe. Il est né à Colmar, enfin, voilà. Mais je m'intéresse, à tous les cas de fusillés. Et vous parliez d'une loi, j'ai un avocat qui m'a contacté il y a déjà un certain temps, qui m'avait demandé si on ne pouvait pas créer une association pour justement emmener en justice les cas les plus intéressants. Donc il y aurait Wolf, il y aurait aussi ce petit coiffeur juif simple d'esprit, où quelque part on constate qu'il y a eu de l'antisémitisme, ce qui fait écho à ce qu'a dit
Macron récemment sur l'affaire Dreyfus. Hein. Je soutiens l'affaire Dreyfus, bien sûr, mais voilà, donc non seulement au niveau local, mais aussi au niveau national. Et vous iriez à quel niveau? Au niveau européen? Ça se passe à quel niveau? La Cour européenne des droits de l'homme, carrément? Non. Pour le moment, non, on irait en justice, voilà, pour essayer d'amener des éléments. Wolf, par exemple, pour prendre son cas, j'ai retrouvé qu'un homme qui a vu ce qui s'est passé, n'a pas été entendu lors du Conseil de guerre, ni n'a pas été entendu lors de la période des réhabilitations. J'ai réussi à voir qui était cet homme et j'ai retrouvé un livre qu'il a écrit, c'est ce que j'écris dans mon livre, hein, un livre qu'il a écrit où là il explique ce qui s'est passé et qui vient en réalité qui vient montrer que Wolf n'était pas forcément totalement coupable. Ça s'est passé en 14-18, en 14, oui. Ces hommes ne sont plus là pour témoigner, ne sont plus là pour parler. Vous avez malgré tout des témoignages écrits, ça peut faire preuve, ça? Alors, dans une juridiction, l'avocat qui m'a acheté mon livre, donc assez rapidement, oui, pour lui, il y a des éléments qui peuvent être mis en avant. C'est-à-dire qu'on a jugé un homme sans entendre tous les témoins. Et en l'occurrence, celui-là qui était blessé au moment où il a été traduit devant le Conseil de guerre, mais il aurait pu quand même être entendu. Mais il faut savoir qu'en 14, c'est une justice expéditive. Hein. C'est la période 14-15 où on a le plus fusillé. Et on ne prend pas le temps forcément d'aller chercher tous les témoins pour les interroger. C'est un déshonneur, d'une certaine manière, pour l'armée française aujourd'hui. Je dirais qu'il ne faut pas condamner toute l'armée française. Bien sûr. Pour moi, c'est important parce que... Surtout en temps de guerre, c'est ce qu'on disait hors antenne. Oui. C'est une période quand même trouble. Oui, et j'ai pu trouver, mais j'ai cherché, c'est pour ça que j'ai trouvé, parce que ça m'intéressait de voir un petit peu si certains officiers supérieurs avaient pu, ou officiers tout simplement, avaient pu protéger des fusillés ou avaient pu refuser des exécutions. Oui, je l'ai trouvé. Donc il y a aussi des officiers qui ont dit stop à un moment donné. Un devoir de mémoire en face de vous qui est porté également par votre association, Alicja Trojanowska, Kultura Polska. Alors ça, c'est une histoire qui nous passionne, l'équipe d'LMTV. Depuis des années, on vous rencontre régulièrement, notamment le 11 novembre, puisque le 11 novembre est une date importante pour la Pologne. Tout à fait. En Pologne, c'est une date de la fête nationale de l'indépendance. C'est la fête nationale de l'indépendance le 11 novembre en Pologne. Donc, il n'y a pas de hasard. Vous êtes vraiment bien tous les deux sur ce plateau. Tout à fait. Il faut dire que la Pologne, elle a retrouvé son indépendance le 11 novembre 1918, après la Première Guerre mondiale, au bout de 123 ans. Voilà. Je voudrais qu'on voit la carte de la Pologne, justement. Alors, c'est une source Larousse, tout simplement. C'est l'encyclopédie et j'invite tous les jeunes à ouvrir des encyclopédies. Allez-y, ça fait pas de mal. Et où on voit la Pologne, justement, entre 1918 et 1939. Et donc, en marron foncé, là, c'est ce territoire le plus restreint, le plus petit de la Pologne, indépendante pour la première fois depuis plus de 100 ans en 1918. Mais ça arrive un an après la création de l'armée polonaise. Et où est créée l'armée polonaise? Je vous le donne en mille. L'armée polonaise est créée en Sarthe. Voilà. Le premier camp de l'armée polonaise a été créé en 1917 à Ciel-et-Guillaume. Et ensuite, il est devenu trop petit, très rapidement. Donc, après, il y avait les camps à Mamers, à Alençon, à Laval, ensuite toute la Bretagne, Le Mans, bien sûr. Ah oui, Le Mans, il ne faut pas oublier, tout à fait. Et puis jusqu'au la création de l'aviation polonaise à Pau. Dans la Sarthe, nous avons eu les régiments de chasseurs polonais à Ciel-Guillaume. Alors justement, vous parlez de Ciel-Guillaume. En 2018, les lycéens du lycée de Ciel-Guillaume ont œuvré avec votre association, avec des gens qui œuvrent pour la culture locale. Ils ont créé une exposition sur ce camp militaire, d'entraînement militaire des Polonais à Sillé. C'était en janvier 2018. Je vous propose de regarder un petit extrait pour qu'on se mette dans l'ambiance. Ils sont français, mais d'origine polonaise, tous prêts à s'engager pour aider la Triple Entente pendant la Grande Guerre. Certains viennent des États-Unis ou d'Europe de l'Ouest où ils ont trouvé exil. Leur pays, la Pologne, sous le joug d'autres nations, n'existe plus depuis plus d'un siècle. Entre 1917 et 1919, 10 000 soldats polonais s'entraînent à Ciel-le-Guillaume dans ce camp militaire.
Au carrefour de la route de Sablé-sur-Sarthe et du boulevard des Jardiniers, à Sillé-le-Guillaume, il ne reste plus que l'entrée de l'ancien camp. Pour les riverains, les Polonais, c'est une vieille histoire, un peu oubliée. C'est une histoire qu'on ne veut pas oublier sur ce plateau, c'est une histoire qu'il ne faut pas oublier. Comment vous avez découvert, Alicia, cette réalité historique? Vous le saviez depuis toujours ou c'est une découverte? On ne sait jamais depuis toujours. À certains moments, chez un libraire en Pologne, j'ai vu un livre dont je ne me souviens même pas le titre, mais j'ai vu une carte de la France sur laquelle il y avait marqué Paris et Sillé-Guillaume. À l'époque, j'habitais à 17 km de Sillé-Guillaume, donc c'était un peu intriguant. Et ensuite, je suis allée au cimetière de Sillé-Guillaume et j'ai vu qu'il y avait les tombes polonaises à côté de tombes militaires français et sénégalais. Et puis, c'était très marrant parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas les drapeaux polonais au-dessus, qui flottaient au-dessus des cimetières. Donc, avec les souvenirs français locaux, la première chose que nous avons fait, c'est faire apparaître ces drapeaux polonais au-dessus des tombes. Et ensuite, à l'église de Sillé, derrière un placard, j'ai découvert une plaque. Donc, le placard, il était déplacé. Et sur cette plaque, il y avait 10 de 12 morts du cimetière notés autant qu'ils sont venus combattre en France pour libérer la Pologne. Mais ils sont morts quand même. C'était en quelle année, ça? C'était en 2000. En 2000 déjà. Oui, mais ça fait 25 ans que vous travaillez alors à ce... Et alors pendant ces 25 ans, j'imagine que vous avez fait des découvertes intéressantes, passionnantes probablement. Nous avons quand même fait les recherches dans les archives françaises à ECPAD, à Vincennes, ensuite aussi à Tczaw en Pologne. Donc, ce sont les archives militaires en Pologne. Et nous avons découvert qu'il y a des kilomètres, mais des kilomètres d'informations, de documents dans ces archives-là, souvent très personnalisés. C'est ce qui nous intéressait, c'est surtout les vies des personnes. Eric, qui s'intéresse aux fusillés un par un. Nous aussi, c'est ce qui nous intéressait, c'est l'homme. Parce que la guerre en elle-même, c'est quelque chose d'atroce. La politique, elle fait en sorte que l'homme, il est envoyé à la guerre. Mais cet homme est vivant et il a avant-guerre et après-guerre. Je vais vous juste donner un exemple des soldats qui venaient des États-Unis ou du Canada. Ceux qui partaient des États-Unis partaient pour une armée d'un pays qui n'existait pas. Donc, leurs femmes devaient signer les décharges chez les notaires qu'elles ne vont pas réclamer quoi que ce soit si leurs maris reviendront amputés ou ils seront tués. Elles recevaient rien du tout. Oui, parce qu'en fait, finalement, ils combattaient pour un État qui n'existait pas encore. Tout à fait. Et souvent, ils ne connaissaient pas cet État-là. Oui. C'est ça qui est paradoxal. C'est leurs parents, en général, de ces soldats qui partaient en exil aux États-Unis ou ailleurs, dans le monde entier, parce que cette armée recrutait dans le monde entier. Mais ces enfants des émigrés, ils ne connaissaient pas la Pologne et quand même ils s'engageaient dans une armée polonaise en France pour aller ensuite, après les combats en France, aller en Pologne pour combattre. Il faut savoir que la guerre en Pologne, elle ne se finit pas en 1918, mais cette fois-ci, on est en Pologne déjà, à partir de 1918. Mais elle s'est finie par les traités de Riga en 1920. Oui, c'est dire, et ça interroge philosophiquement sur la notion de nation, d'appartenance à un territoire et à une population. Merci mille fois, c'est trop court cette émission. En tout cas, merci pour votre travail de mémoire. Aujourd'hui, on a une pensée aussi pour nos amis ukrainiens au Mans, que vous soutenez avec l'association également Kultura Polska, qui sont en exil et qui, chaque année, font des manifestations, des commémorations. Ça, c'était la dernière en date pour la fête
de l'indépendance ukrainienne également. On a une pensée pour eux puisque les conflits malheureusement continuent sur nos territoires. Le blog d'Éric Viau, les blessures de l'âme, overblog.com. Vous allez trouver ça sans problème si vous tapez Éric Viau. Et puis un mail vio-eric@orange.fr et l'association Cultura Polska qui fait plein de choses toute l'année. Association Cultura avec un K, polska.wordpress.com. Et puis le mail association.cultura avec un K, polska, gmail.com. Merci d'être venu sur ce plateau. À très bientôt dans Au quotidien sur LMTV.